Pour l'aspect valorisation et pour l'aspect transfert industriel, il y a quand même beaucoup de gens qui, à un moment donné, vont diffuser des prototypes ou des outils quasi utilisables en fait en libre, quoi. Alors, vous qui avez une très bonne connaissance, une familiarité avec ce domaine-là, faites-nous un peu rêver. Qu'est-ce qui est en train de germer dans les esprits de vos collègues, vous Parce qu'au fond, il y a pas mal d'interdisciplinarité aussi qui commence à s'enraciner bien profondément. Il y a deux choses. Je pense qu'il y a des gens qui travaillent en informatique, par exemple, sur les middleware, et qui donc sont des gens qui contribuent pas mal, en fait, finalement, au logiciel libre. Je citais l'exemple d'Object Web tout à l'heure, ou tous les chercheurs universitaires, pas qu'en informatique d'ailleurs, Richard Stallman, en fait, à la base, c'était pas un informaticien, qui ont développé beaucoup de logiciels, en fait, dans des tas de domaines pour l'université et après, en fait, pour le libre. Donc ça c'est une chose, c'est vraiment pour des outils informatiques. Moi dans mon domaine, l'interaction de machine, c'est vrai que bien qu'utilisant beaucoup le libre, je reste souvent un petit peu sur ma faim. Pour les gros poids lourds en fait du logiciel libre, en fait, l'innovation en termes d'interface de machine ne vient pas souvent finalement du libre. C'est dû à quoi? La vision commerciale que vous en avez en fait, c'est Apple qui sort là. Bon, l'iPhone c'est différent, c'est pas que du logiciel, bien sûr. Mais l'innovation, par exemple, dans les dernières innovations que j'ai vues, en fait, depuis 20 ans, dans les outils de suite bureautique, elle vient d'Office 2007, quoi, de chez Microsoft, elle vient pas d'OpenOffice. Donc ça, c'est décevant, en fait. Ça, quelque part, c'est un peu décevant. Là, je parle du cas très particulier de l'UHM, et je parle de mon niveau d'exigence en tant que chercheur dans le domaine, qui est quand même assez relevé, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'innovations en IHM. Il y a des innovations, en fait, depuis 20 ans qui se passent... que ce soit pour des interfaces SWIMP, bureautiques classiques, ou que ce soit pour des interfaces d'autres types. Et ces innovations, elles ont beaucoup de mal en fait, à percer dans l'industrie informatique et à être intégrées en fait, à des produits existants. Ça a tendance à changer parce que les clients sont de plus en plus exigeants, ils voient des choses justement comme l'iPhone et des trucs comme Google Earth, et donc ils se disent pourquoi moi j'ai des outils tout moches en fait, et durs à utiliser. Donc il y a des choses qui filtrent au fur et à mesure. Tout moche ou tout moche? J'ai dit tout moche en fait. D'accord. Je caricature un peu. Oui, j'avais compris. Je soulignais les innovations en IHM. Il y a la perception neuronale dedans. Vous en êtes là, vous, dans votre relation homme-machine? Non, alors il y a des gens dans la région qui travaillent là-dessus, pas à mon niveau. Le neuronal, c'est utilisé beaucoup en fait dans la réhabilitation motrice. C'est utilisé en fait pour les handicapés moteurs complets, pour qu'ils puissent interagir avec des ordinateurs. Pour des gens en fait qui ont leur capacité de mouvement au niveau des bras, par exemple, les recherches ne vont pas dans ce sens-là. Ne serait-ce que parce que les systèmes qui fonctionnent correctement, il y a quand même quelque part besoin de mettre une électrode dans votre cerveau. C'est un petit peu invasif. Les systèmes, comme on voit là, basés sur des électroencéphalogrammes qui ne sont pas invasifs, on ne mesure pas grand-chose parce qu'en fait, la barrière du crâne fait qu'en fait, on mesure relativement mal les ondes cérébrales. Donc les travaux de recherche vraiment avancés, c'est pour du handicap, en fait. D'accord. Alors, vous, est-ce que vous avez quelque chose d'un peu savoureux à nous expliquer dans ce que vous faites ou dans ce que vous recherchez? Vous avez quelque chose à nous montrer? On avait passé un deal, si vous aviez quelque chose à montrer. Donc on peut montrer la vidéo 0. La vidéo 0. Numéro 0. Nom de code. C'est notre code entre nous. Donc ça, c'est un projet qui a été développé en Espagne, en fait, pour une surface qui sert de synthétiseur. Tout le monde sait ce que c'est qu'un synthétiseur utilisé par Jean-Michel Jarre et la musique électronique depuis. Donc c'est une surface interactive avec des objets tangibles. Quand on pose un objet tangible, en fait, il faut mettre un tout petit peu de son parce que c'est quand même musical. Donc on a des widgets, vous voyez, qui sont en fait des widgets qui apparaissent autour de l'objet tangible. Cet objet tangible, c'est un espèce de botte cube en plexiglas avec un marqueur qui est détecté par le système et qui est reconnu comme étant un générateur de son, un filtre. Et donc on peut paramétrer et associer les ondes ensemble. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un synthétiseur analogique, c'est horriblement compliqué en fait à piloter, c'est des nappes de boutons dans tous les sens. Là c'est quelque chose de tactile, de tangible, de visuel, et qui présente la même dimension en fait qui est affichée. C'est des trucs que les femmes de juste pour que l'on puisse reprendre cette caméra qui a été rouge, il faut vraiment que il y a un marqueur dessus en fait. Le marqueur c'est marqueur. Voilà, derrière c'est associé à une fonction. Donc finalement, cet outil-là est utilisé là comme instrument de musique par un laboratoire un peu genre Escan mais en Espagne.
Il y a des gens qui ont repris ce projet-là, parce qu'en fait, c'est un projet libre avec tous les plans. En plus, il n'y a pas que le logiciel qui est libre, les plans de l'infrastructure sont diffusés avec des documents sous licence libre. Et donc, vous pouvez reproduire ce système-là chez vous. Donc, il y a des gens qui l'ont repris pour faire d'autres systèmes de table interactive. Very cheap, pas cher du tout, parce qu'en fait, c'est basé sur l'utilisation d'une caméra et d'un vidéoprojecteur. C'est tout. Voilà. Bravo. Il y a des concerts qui sont faits avec ce système-là, avec plusieurs compositeurs en même temps autour de la table. Si c'est pas complètement beau à l'oreille, c'est beau à l'œil en tous les cas. Il faut aimer la musique électronique. Et si on pose son front sur la table, ça fait... Non, là, sur ce système-là, ça marche va faire grand-chose. Il faut avoir le marqueur sur le front. Tout à fait. C'est pas marqué, etc. Sur le... Bon. C'est ça que vous vouliez nous montrer? On peut montrer au fil la vidéo numéro 1. Donc, deuxième nom de code. Donc encore un toolkit libre, AirToolkit, qui est un toolkit de détection de deux cibles. Donc là, en fait, la personne a des lunettes semi-transparentes sur elle, et donc elle voit apparaître dans son champ visuel des objets en 3D superposés, en fait, grâce encore une fois à des marqueurs sur les pages. Elle voit des objets 3D apparaître dès que le système, en fait, détecte la cible. Et ça fonctionne comment, ça? Donc l'objet est repositionné en 3D. Donc ce que vous voyez en tournant les pages, c'est votre livre tangible. Vous tournez les pages de votre livre classique, et sur chaque page, en fait, vous pouvez faire apparaître des objets 3D, du multimédia, des vidéos, ce que vous voulez. Ils appellent ça des Magic Books. C'est fait par un laboratoire en Nouvelle-Zélande. Et c'est surtout, ça utilise. Le logiciel est très simple à faire. À partir du moment où on a AirToolkit, qui est cette boîte à outils pour faire, en fait, de la réalité augmentée. Alors ça, on appelle ça de la réalité augmentée parce qu'on vient superposer des informations virtuelles, des informations numériques dans votre champ visuel directement, grâce à un casque, en fait. Alors, en fait, c'est dans les lunettes que l'image apparaît. C'est tout à fait. Alors, on peut montrer, il y a des images, en fait, il y a des images après la vidéo. Il y a des images, en fait, du dispositif pour concrétiser un petit peu mieux ce que c'est. Donc, Magic Book 1, magicbook1.jpg. Donc, on peut zoomer dessus. Voilà, d'accord. Alors ça, c'est le dispositif. Alors ça, c'est des prototypes. Hein. Donc on voit des casques LCD semi-transparents avec une caméra qui sert en fait à la détection. Donc pour l'instant, ça c'est des prototypes faits par le labo. C'est un petit peu lourd. Mais moi, ce que je vois, c'est que si on regarde l'image en fait du système qui a été sorti entre Essilor et Orange l'année dernière sur les lunettes Orange. En fait, qui est un casque en fait avec écran LCD, il n'est pas semi-transparent, il n'y a pas de caméra intégrée. Je veux dire, on a des systèmes comme ça qui sont des systèmes industriels qui pourraient permettre dans des versions suivantes de faire pour 200 € là en l'occurrence des systèmes de réalité augmentée assez facilement. C'est-à-dire que là, je vous demandais de nous faire rêver, mais nous faites rêver. Vous ouvrez un bouquin et vous avez le roman qui s'écrit en images en 3D. Tout à fait, vous avez le film, vous avez Wikipédia, vous avez l'émission, le documentaire, tout ça au même endroit autour de la page. Alors il faut des outils de composition numérique pour la partie design multimédia spécifique, mais bon, ça c'est... Et tout ça, c'est sur la base de logiciels libres. C'est une boîte à outils, c'est un logiciel libre, pour des utilisations non commerciales. Après, il faut négocier la licence pour des utilisations commerciales. Ça arrive assez souvent. On a une licence GNU, hein, donc... qui permet de toute façon pas l'exploitation commerciale. Hein. Après, pour des utilisations commerciales, il faut négocier une licence spécifique. En général, c'est des produits de recherche, c'est pas des licences très chères. Et le logiciel n'est plus libre à partir du moment où cette négociation a été menée à son terme? Non, justement, dans les clauses, il se protège. Il reste libre et les contributions doivent revenir en fait sur le logiciel quand il y a des évolutions. Il y a beaucoup de logiciels comme ça qui ont différentes licences, qui ne sont pas forcément pour faire payer l'industriel, mais qui sont aussi pour leur permettre, c'est le cas d'OpenOffice par exemple, il y a plusieurs licences qui dépendent de l'utilisation que vous voulez en faire. Et quand vous êtes industriel, des fois, il ne faut pas prendre la licence GNU parce qu'elle est GPL, elle est trop limitative pour vous, il faut aller prendre une autre licence et prendre le logiciel en fait avec une autre licence pour être capable de le modifier et de l'utiliser en fait et de le redistribuer de façon payante par exemple. Enfin, il y a différents modèles commerciaux. C'était l'avantage du libre, je trouve, quand il est sorti du domaine universitaire et qu'il a été repris par des entreprises avec depuis quelques années une dynamique qui est vraiment étonnante. C'est que du coup, en fait, autant au début c'était le libre, on développait gratuitement pour des logiciels gratuits, point. Maintenant, en fait, il y a un tas de modèles commerciaux qui ont diversifié le paysage en fait du logiciel. Et il y a plein de manières maintenant en fait de vendre, de développer du service de logiciel à partir du livre. À partir du livre. Tout en restant libre sur les 4 critères qui ont été énoncés au départ par François-Xavier Terme. Merci. On va d'abord les applaudir tous les 4 et puis on va passer à la deuxième partie. Merci.